c'est Kedja avec le podcast Reveal Yourself. Ma devise aujourd'hui est je suis ce que je fais et je fais ce que je suis, signifiant que mon corps, ma tête et mon cœur sont alignés. Je suis connectée à mes propres valeurs et je sais pourquoi tous les matins je me lève. En est-il de même pour vous? Et pour y arriver, je me suis posé une multitude de questions qui sont peut-être aussi aujourd'hui les vôtres. Qu'est-ce qui est le plus important pour moi? Qu'est-ce que je veux et qu'est-ce que je ne veux plus aujourd'hui? Comment se connecter à soi? Comment être acteur de sa vie et actionner déjà le petit changement? Quelles sont mes prises de conscience? Et qu'est-ce que je décide d'en faire? C'est le type de sujet que j'aborde dans Reveal Yourself, le podcast qui s'adresse à tous ceux qui sont en quête de développement personnel. Je partagerai des sujets qui m'ont permis de grandir et me permettent encore de prendre le sempiternel chemin de l'apprenant. Basé sur mes propres expériences personnelles, j'aborderai des thématiques diverses qui apporteront des éclairages sur des zones de brouillard. L'intention positive de Reveal Yourself est de partager en toute bienveillance et en toute humilité des éclairages qui m'ont conduit à ce que je suis aujourd'hui. Je vous partagerai ces podcasts avec toute l'authenticité qui me caractérise et dans toute son imperfection. Ces podcasts ne seront pas parfaits, car empruntant moi-même le chemin de l'apprenant, je travaille aussi sur mes propres croyances, et le soi parfait en fait partie. À travers eux, j'espère que vous vous questionnerez et prendrez le temps d'être dans l'instant présent pour vous connecter à votre être. Je vous démontrerai que vous avez les ressources en vous-même pour arriver à une meilleure version de vous-même. Je vous souhaite une très belle écoute avec ce podcast. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Ça me fait super plaisir de refaire ce podcast. Je crois que le dernier podcast que j'ai fait, c'était en octobre dernier. Je crois que c'était sur le chemin d'un parent éveillé. Et donc là, je reviens. Donc ça m'a pris quelques temps. En tout cas, je suis super contente d'être là, de partager ce nouveau podcast de Reveal Yourself. Parce que je l'ai fait vraiment avec beaucoup de plaisir et je l'ai fait avec le cœur. En plus, le challenge aujourd'hui, c'est que je me fais aussi filmer. Donc, si vous voulez écouter ce podcast sur YouTube, vous verrez aussi ma tête. Donc là, encore une fois, je sors de ma zone que j'appelle pas du confort, ma zone du connu. Donc voilà, vous verrez ma tête sur YouTube. Alors, j'ai pris quelques notes. Donc, ce podcast, je pense qu'il va être assez long. Donc, je lirai quelques fois mes notes. J'ai aussi ma petite tasse, mon verre d'eau, parce qu'au bout d'un moment, je vais m'assécher. Donc, cette belle tasse que ma fille, ma bataille, Amel m'a offert. Donc, voilà. Donc, elle va me permettre de m'hydrater pendant que je partage avec vous ce podcast. Allez, on démarre. Alors, le sujet, c'est l'impact de nos croyances sur nos comportements. Alors, j'aimerais vous parler donc de ce sujet qui me tient particulièrement à cœur. Il fait suite à mon dernier podcast qui est l'épisode « Le parent qui prend le chemin de l'apprenant ». Pour moi, c'est une suite logique et il s'agit de l'impact en fait de nos croyances limitantes sur nos comportements. Et ce sujet en fait, il est venu tout naturellement à moi car je vois encore beaucoup des gens autour de moi qui sont bloqués à cause de leurs croyances limitantes. Ils ont le sentiment de subir ce qui leur arrive. Ils se mettent en position de victime et ne bougent pas. Vous savez, c'est comme si leurs jambes étaient ancrées au sol. Comme si leurs pieds étaient les racines et que les racines étaient profondément ancrées dans la terre. Et en fait, c'est quelque chose que je le vois, c'est quelque chose que je sens. Et j'ai aussi le sentiment que je les entends aussi souffrir, et ce, parfois, malgré le silence. Et en fait, ça me touche beaucoup, d'où l'objet de ce podcast. Alors, grâce à ce que j'ai appris dans mes cours de coaching, grâce à mon développement personnel et puis à mon expérience professionnelle, vraiment, je vous partage avec mon cœur ce que je sais et quelles ont été mes prises de conscience et qu'est-ce que j'ai fait pour changer. Alors, par quoi on va commencer? Commençons par le début. Alors, ce qu'il faut savoir, en premier lieu, c'est que nos croyances sont enregistrées, si je peux dire, dans notre disque dur interne, notre subconscient. Nous avons hérité de tout ce qui nous a été dit, de tout ce que nous avons vu, entendu au cours de notre enfance et plus particulièrement entre la fourchette 0 et 7 ans. Alors, lors d'un reportage que j'ai regardé dernièrement,
j'ai appris qu'un enfant de 0 à 7 ans ne pensait pas. Il enregistre tout ce qu'il voit et tout ce qu'il entend, principalement de ses parents. Chaque expérience vécue par l'enfant est associée à une émotion et l'enregistre tel un programme dans son disque dur, son subconscient. Donc, pendant les 7 premières années de sa vie, l'enfant il va tout enregistrer. Et on dit que pendant ces années, le cerveau il n'est pas à un niveau conscient. Un enfant de moins de 7 ans, on dit qu'il est en onde θ, c'est-à-dire en dessous du niveau conscient, qui est l'imagination. Et c'est pour ça qu'en fait, qu'à cet âge, de toute façon, vous l'avez certainement observé, si vous avez des enfants, des neveux, des nièces, c'est les enfants, ils ont vraiment la possibilité de mélanger l'imaginaire au réel. Et vous voyez bien, par exemple, quand il y a une petite fille ou un petit garçon qui joue à la dinette ou à la cuisine et qui joue avec ses copines imaginaires et que vous aussi, il vous invite à jouer avec lui, mais en fait, il ne dissocie pas en fait, l'imaginaire et le réel. Donc en fait, tout ça pour dire que pendant cette période, l'enfant, il observe ses parents, ses frères, ses sœurs, sa famille. Il télécharge le comportement des autres personnes. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà vu le dessin animé Vice Versa. J'adore ce dessin animé. Je me souviens, je l'avais vu il y a quelques années, mais il n'avait pas vraiment résonné en moi. Mais maintenant que j'ai fait mes cours sur l'intelligence émotionnelle, ça m'a beaucoup parlé. Mais en fait, ce dessin animé, il parle vraiment de ça. Pendant les premières années de notre vie, nous sommes nourris des expériences qui engendrent des émotions et que nous enregistrons avec ces expériences. C'est exactement ça dans le dessin animé. La petite, en fait, elle vit des expériences qui sont associées à des émotions et ça s'enregistre comme ça. Et vous verrez que les souvenirs qui sont enregistrés, ils sont vraiment de couleurs différentes parce qu'une émotion est associée à une couleur. Par exemple, la couleur est associée au rouge, la joie, le plaisir, la joie c'est associé à du jaune. Et bien ça, ces expériences qui sont vécues fortement émotionnellement ou vécues à répétition quand on était petit, ils vont devenir et seront plus tard nos croyances. En fonction des expériences que nous aurons vécues, et en général on ne s'en souvient pas trop des expériences qu'on a vécues pendant cet âge-là, cette période-là, nous aurons des croyances limitantes et des croyances portantes. Et malheureusement, nous avons quand même pas mal de croyances limitantes. Donc par exemple, si petite et pendant cette période, j'ai beaucoup été réprimandée, alors ça veut dire que j'ai ressenti le poids des mots, M-O-T-S, et j'ai ressenti le poids des mots, M-A-U-X. Et alors tout ceci vient s'inscrire, s'enregistrer dans mon subconscient, créer des blocages pour plus tard. Et ça va certainement me conditionner dans des schémas répétitifs. Alors, je vais vous donner des exemples. Et d'abord, je prends une gorgée. Alors, si petite, alors quand j'étais petite, et que mes parents pensaient bien faire parce que leur intention était positive derrière leur comportement, donc si par exemple mes parents pensaient bien faire et que dans leur agissement, dans leur comportement, ils essayaient certainement, ils me poussaient dans mes retranchements pour apprendre à ne pas me contenter de peu ou de la moyenne et qui me disaient tout le temps mais tu peux mieux faire. Bon, c'est pas mal, mais j'attendais mieux de toi. Ou qu'ils me disaient c'est bien, mais ou ils me disaient c'est bien, mais la prochaine fois fais attention. Ou sinon ils me disaient tu es soit la première de la classe, sinon rien. Ou bien, oh là là, t'es 7e de la classe, c'est nul. Alors oui, certainement quand j'ai entendu ces petites phrases que j'ai enregistrées, ça va certainement m'aider plus tard, car je serai certainement un travailleur qui sera extrêmement rigoureux, impliqué. En revanche, je serai aussi une personne perfectionniste qui sera certainement insatisfaite en permanence. Et ça, c'est une souffrance, car vous devenez extrêmement exigeant et intolérant envers vous-même. Et je dirais même envers les autres aussi. Je craindrais d'échouer, de mal faire et surtout de décevoir. Donc en fait, on appelle cette injonction « sois parfait ». Le deuxième exemple. Si petite et que mes parents m'ont appris, toujours parce qu'il y a une intention positive derrière leur comportement, oh, il faut toujours se donner du mal pour avoir ce qu'on veut. Ou bien qui vous ont dit « on n'a rien sans rien ». Oh là là, ou qui vous ont dit tu travailles pas assez donc tu n'arriveras à rien. Alors oui, cela va certainement m'aider plus tard car je serai une personne qui serait endurante, je pourrais travailler sur plein de projets en parallèle. En revanche, ça veut dire que je serai quelqu'un, je n'en connais pas la fin. Ça veut dire que je travaille jusqu'à m'essouffler. Et tout peut me paraître difficile.
On appellera cette injonction le fait effort. Troisième exemple. Si petite et que mes parents m'ont appris, toujours parce qu'il y a une intention positive derrière leur comportement, allez s'il te plaît, prends cette dernière bouchée, fais-moi plaisir. Ou bien qu'ils vous ont dit, alors là, si tu m'aimes, alors tu prends une dernière cuillère, ou alors tu fais ci, ou alors tu fais ça. Alors oui, ça va certainement m'aider plus tard, car je serai certainement une personne empathique et altruiste. En revanche, je peux m'oublier au profit des autres, au détriment des autres, parce que je craindrais de décevoir et de me sentir rejetée. Je ne saurais peut-être pas dire non, et donc on appelle cette injonction « fais plaisir ». Quatrième et dernier exemple, et sinon il y en a d'autres, mais je vais en citer que 4. Donc là, le quatrième exemple, c'est si petite et que mes parents m'ont appris, toujours parce qu'il y a une intention positive derrière leur comportement, allez, sois courageux, parce que les garçons, ça pleure pas. Ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Oh, arrête de te plaindre, il y a des enfants qui sont plus malheureux que toi. Alors oui, cela nous aidera, car nous serons résistants à la pression et doués pour trouver des solutions. En revanche, nous serons le style de personne à ne pas montrer nos émotions. On sera aussi parfois méprisant envers ceux que l'on considère comme faibles. On appelle ça cette injonction « sois fort ». Alors, ce qu'il est important de savoir, et je pense que vous l'aurez compris, c'est que nous portons des croyances qui ne nous appartiennent pas, parce qu'elles sont programmées par d'autres personnes. Et une fois qu'elles sont programmées, elles conditionnent nos comportements en tant qu'adultes et adolescents. Alors là, j'ai parlé principalement de nos croyances programmées par nos parents, mais il y a aussi celles qui viennent par la suite, en provenant de l'éducation scolaire, de la société, des personnes lambda qu'on a pu rencontrer lors de notre parcours de vie personnel et professionnel. Le fonctionnement est exactement le même. Maintenant que je vous ai expliqué comment étaient programmées nos croyances, je vais vous dire ce que c'est et comment elles conditionnent nos comportements, comme je vous l'ai dit il y a quelques minutes. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'une croyance ? Alors il y en a qui l'appellent une pensée forte ou une conviction. Une croyance n'est ni bonne ni mauvaise. Elle a une intention positive. Quand on croit à quelque chose, que ça soit limitant ou portant, c'est qu'il y a une intention positive derrière, qui vient nourrir un besoin. Elle est basée sur des faits qui deviennent une généralisation. Et cette croyance, comment elle se crée ? Soit c'est un fait qu'on a vécu fortement, émotionnellement comme un choc, ou soit c'est une répétition de faits similaires. Ces croyances, elles permettent de construire notre carte du monde, ce qu'il y a dans notre tête en fait. Et ces croyances gravitent autour de nos valeurs et elles s'organisent donc autour d'elles. Et elles ont un impact considérable sur nos comportements. Alors, j'ai dit qu'il y avait les croyances limitantes et les croyances portantes. Une croyance limitante, et c'est celle-là pour moi les plus importantes sur lesquelles il faut travailler, c'est une vue de notre esprit qui nous fait croire que nous ne sommes pas capables de faire quelque chose. Elle crée une résistance. Si cette croyance existe, c'est qu'elle a une intention positive derrière et qu'elle nous protège de quelque chose, mais de quoi ? De quoi me protège cette croyance limitante ? Quel est son besoin ? Alors cette croyance limitante peut ne pas vous déranger, peut ne pas vous poser de problème, tant qu'elle n'engendre pas de souffrance chez vous et que vous ne sentez pas de résistance. Mais le jour où vous aurez envie d'accéder à quelque chose, peut-être que cette croyance limitante vous bloquera et vous sentirez une résistance. Je vais vous donner un exemple. Alors, pendant longtemps, j'ai pensé qu'éprouver du plaisir, cela se méritait. Il fallait d'abord faire ces tâches, par exemple qu'il fallait que la maison elle soit propre, que tout soit rangé, que tout soit parfait, que tout soit impeccable, que j'ai répondu aux besoins de mon mari, que j'ai répondu aux besoins de mes enfants. Et après, je pouvais aller au ciné, sortir. En fait, c'était ça ma croyance. Ma croyance, c'était si mes tâches sont dûment remplies, alors après, je peux prendre du temps pour moi. Alors pendant un temps, ça ne m'a pas posé de problème, c'était OK. Et puis un jour, c'était non. En fait, pour la petite histoire, en fait, je voyais qu'Arnaud, on n'a pas du tout les mêmes croyances, mais un jour, je voyais qu'Arnaud, il n'avait vraiment pas la même croyance que la mienne par rapport à ça.
Lui, par exemple, le week-end, cela ne le dérangeait pas d'aller se baigner au bord du lac parce qu'il faisait beau ce jour-là, au lieu de faire le ménage. Nous n'avions pas les mêmes priorités et la même croyance. Lui partait et moi je restais là avec ma croyance et avec ma souffrance. J'aurais voulu me baigner moi aussi, profiter du beau temps, et non, je n'y arrivais pas. C'était plus fort que moi. En fait, mon besoin de satisfaction de travail accompli était en conflit avec mon besoin, les valeurs plaisir et bien-être. Alors j'en ai voulu à Arnaud parce qu'il n'adhérait pas à ma croyance. Mais en faisant ça, je me suis rendu compte que cela entachait aussi la valeur respect qui était aussi importante pour moi. Et en fait, je me suis dit, mais en quoi en quoi je le respecte quand il ne fait pas le ménage au moment où moi je lui ai demandé, où moi j'avais décidé de le faire. Il m'a pas dit qu'il allait pas le faire, mais il m'a dit qu'il serait d'accord de le faire après la baignade dans le lac. Et en prenant du recul et en regardant vraiment la situation vue du haut, de l'extérieur, je me suis demandé ce qui était vraiment important pour moi dans l'instant, ici et maintenant. Et en fait, pour ce faire, donc, on se connecte à soi. Comment on se connecte à soi? On prend vraiment des grandes respirations abdominales. On inspire par le nez et on gonfle son ventre. Et on expire par la bouche et on vide son ventre. On se connecte à ses ressentis, à ses douleurs corporelles. On se demande de quoi on a vraiment besoin. Et on laisse la réponse, comme ça permet de calmer le mental et la réponse vient à nous. J'ai eu quelques réponses, j'ai fait un premier pas pour opérer un changement. Un premier pas en amène un autre. Et aujourd'hui, maintenant, c'est plus un problème. Alors, je ne dis pas que ça a été facile, mais ce n'est pas impossible. Et c'est vraiment le processus qu'on appelle des petits pas qu'il faut mettre en marche. Et puis surtout, j'avais décidé que je ne voulais pas rester bloquée dans cette souffrance. J'avais décidé, en fait. Les croyances portantes, quant à elles, elles nous donnent des ailes pour atteindre nos objectifs. Et celles-là, on les nourrit, on les chérit et on en crée plein. On peut avoir été programmé de croyances portantes et puis pareil, on peut s'en créer aussi. Moi, je crois très fort que si j'essaie, même si ce n'est pas parfait, alors j'ai déjà réussi. Alors que pendant longtemps, j'ai cru que si les choses n'étaient pas parfaites, alors elles ne méritaient pas d'être faites. Et cette croyance, elle m'a aidée pendant longtemps, mais aujourd'hui, j'en veux plus. Car j'en ai aussi trop souffert. Elle m'a trop empêché de passer à l'action. Par exemple, j'ai lancé l'an dernier mes podcasts et j'ai fait exprès de ne pas les faire parfaits. Car je travaille moi-même sur cette injonction du soi parfait. Et ça n'a pas été facile, mais in fine, je me rends compte que ça n'a pas été impossible puisque je l'ai fait. Un podcast en a amené un autre. En fait, c'est vraiment le tout et rester dans le mouvement. On fait un petit pas. Tout ce qu'il faut, c'est vraiment rester dans le mouvement. Donc, on a des croyances limitantes, on a des croyances portantes. Et comme je vous ai dit, les croyances, elles gravitent autour des valeurs. Et c'est vraiment les valeurs, en fait, qui caractérisent l'identité de la personne. Et c'est vraiment ce qui nous donne de l'énergie. Nos valeurs, en fait, changent au cours du temps, comme la vie qui est en perpétuel mouvement. Et rien n'est figé. Et ce sont les valeurs qui viennent alimenter notre motivation et conditionnent notre état d'esprit. Elles déterminent également nos comportements. Je vais vous donner une image, c'est comme si la valeur était le soleil et les planètes qui gravitent autour, ce sont nos croyances. Donc en fait, au quotidien, quand on sait que nos croyances, nos valeurs déterminent notre comportement, et bien en fait notre comportement influence et affecte aussi nos relations. Donc moi j'ai mon propre comportement qui va venir influencer, affecter la relation avec une autre personne qui est face à moi et qui va créer des résultats. Et ces résultats-là, en fait, la relation que j'ai avec la personne, ce résultat-là, ça va venir renforcer nos propres croyances. En fait, c'est une spirale. Les croyances sont les résultats des expériences et en même temps, les expériences sont les résultats de nos croyances. Donc, si par exemple, je prends mon exemple plutôt où j'avais maintenu ma croyance, et bien peut-être que cela aura affecté ma relation avec Arnaud. On ne sait pas. Ensuite, on croit que nous sommes aux commandes de nos vies, mais en fait non, car nos comportements sont dictés par nos croyances. Ils sont stockés dans notre subconscient. Donc vous voyez bien, quand vous êtes dans votre voiture en train de penser à ce qui s'est passé hier, à ce qui va se passer demain, vous voyez bien que très souvent vous conduisez en mode pilotage automatique. Vous êtes arrivé chez vous, vous ne savez même pas comment vous êtes arrivé chez vous.
Vous ne sollicitez pas votre conscient pour conduire, pour respirer, pour manger. Tout ça, c'est enregistré tel un programme. Donc maintenant que vous savez ce que c'est, d'où ça vient et comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça pour soi? Alors j'aime beaucoup cette phrase de Marianne Williamson, qui est une écrivaine américaine, et qui dit « Rien ne vous emprisonne excepté vos pensées, rien ne vous limite excepté vos peurs, et rien ne vous contrôle excepté vos croyances. » On dit que 95% des gens finissent sur leur lit de mort avec des regrets. Si on se laisse paralyser par la peur, alors on passe à côté de sa vie. Quand ça ne va pas dans notre vie, en fait, il y a 3 solutions qui s'offrent à nous. Accepter ce qui nous arrive, améliorer ce qui nous arrive ou quitter. Mais très souvent, beaucoup optent pour la 4e qui est la plainte. Je suis une victime. Tout ce qui m'arrive, c'est pas de ma faute. On ne fait rien, on ne bouge pas car la responsabilité est ailleurs. Quand on opte pour la position de victime, on se met en cage tout seul, on se met en prison tout seul. On reste non pas dans la zone de confort, car en fait, position de victime, c'est pas si confortable que ça, mais en fait, on reste dans la zone du connu. Aux personnes qui n'opèrent pas ne serait-ce qu'un petit changement, souvent quand je pose la question, quand on leur pose la question, mais qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui de changer? Très souvent, la réponse est oui, mais tu sais. Mais en fait, à quoi sert ce mais? Pourquoi ne pas dire plutôt oui, donc? Le mais, déjà, il pose déjà un frein et n'invite pas à l'action. Déjà, quand vous dites-vous oui, mais, vous voyez bien, et ensuite dites oui, donc, vous voyez bien que ces mots ne vibrent pas de la même façon. Et en plus, le message envoyé au cerveau n'est pas le même. Ce qui nous empêche souvent de réaliser nos rêves et de passer à l'action, c'est la peur. Mais en fait, la peur, c'est juste une projection erronée dans le futur de notre mental. La peur est une illusion. Très souvent, elle n'est pas reliée à un danger réel, mais à des dangers qu'on fantasme dans l'avenir. Et tout ça, c'est dans la tête. Comme j'ai déjà dit dans mes derniers podcasts, nous ne sommes pas nos pensées ne sont pas la réalité. Tout est question de perception et on a le choix de nos pensées. Par exemple, si une personne se fait licencier, elle peut soit être effrayée en imaginant différents scénarios. « Oh là là, je me suis fait licencier, je vais galérer pour trouver du boulot, en plus avec l'âge que j'ai, avec la conjoncture actuelle, machin, et le Covid, et j'en passe et des meilleurs. » Elle va te trouver plein de réponses. Mais elle peut aussi se dire que c'est une bénédiction et elle peut s'en sentir soulagée. Et que c'est une opportunité qui s'offre à elle, qui se présente à elle pour faire autre chose peut-être. Tout est vraiment question de perception. Je veux dire, à situation égale, la perception de 2 personnes, elle peut être différente. Ça dépend vraiment du bagage qu'on porte. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que notre mental ne sait se récupérer donc avec ce qu'il connaît. Notre carte du monde avec nos propres croyances. C'est une carte du monde fixe, alors que le monde à l'extérieur, il change. La vie, elle est en perpétuel mouvement. Chacun a sa propre carte du monde. S'il y a à peu près plus de 7 milliards d'êtres humains sur la planète, alors il y a plus de 7 milliards de cartes du monde différentes. Et notre mental, en fait, il ne sait fonctionner qu'avec notre carte du monde qui nous est personnelle. C'est pour ça qu'on croit qu'il est compliqué de changer. Malheureusement, très jeune, on nous a appris à avoir peur. Et très souvent, ça vient des parents parce qu'ils nous aiment, parce qu'ils n'ont pas confiance en eux, parce que derrière leur peur, il y a un besoin de nous protéger. Alors que l'enfant, lui, il n'a pas peur. C'est l'adulte qui a peur pour lui. Moi, je vois bien quand mon neveu de 2 ans, il saute du lit, il n'a pas peur de sauter. En plus, il y va avec le sourire aux lèvres. Donc encore aujourd'hui, donc il y a la société, elle aussi, elle nous fait peur. Il suffit juste de regarder et d'écouter le journal télévisé. Aujourd'hui, on baigne en fait dans un univers de peur intérieure par nos propres croyances limitantes et de peur extérieure véhiculée par notre environnement. Et nous sommes structurés dans ces peurs. Et pourquoi en fait? Parce qu'en fait, quand on a peur, et ça c'est moi qui crois ça, on est dans des énergies qui sont basses. Nos pensées sont en général négatives. Et quand on est dans la peur, on n'arrive pas à faire preuve de discernement. Et donc, nous sommes plus facilement contrôlables et manipulables par les autres. Je me pose ici parfois la question de savoir combien d'adultes aujourd'hui font des métiers qu'ils n'aiment pas
et qui aujourd'hui se retrouvent bloqués. Ils n'arrivent pas à changer, à passer le cap, car ils auront le sentiment de trahir leurs parents, de sacrifier tout ce que les parents ont fait pour eux. Mais en fait, il faut juste rendre aux parents ce qui leur appartient. Comme je l'ai dit dans mon dernier podcast, je crois très fort que le rôle des parents, c'est vraiment d'assurer la sécurité de leurs enfants, de leur donner tout leur amour et de leur enseigner des valeurs qui sont nobles et aussi de respecter en parallèle leur identité. Nous, en tant que parents, ne sommes pas nos enfants et nos enfants ne sont pas nous. Les enfants n'ont pas à correspondre à l'attente de leurs parents. Ce sont des êtres uniques à part entière. Ils ont leurs propres talents, ils ont leur propre chemin à faire et surtout, ils ne nous appartiennent pas. Et aussi, il y a combien de personnes qui font un travail pour faire plaisir à leurs parents et combien sont malheureux? Vous avez peut-être le sentiment que votre travail ne nous nourrit plus, n'a plus de sens, il n'est plus aligné avec vos valeurs. Vous avez certainement la croyance que comme ça fait longtemps que vous faites ce métier, alors vous ne pouvez pas changer. Quand vous êtes plus âgé, ça sera plus compliqué de changer. Mais en fait, derrière ces croyances se réfugie la peur. Cette peur qui nous empêche de créer, cette peur du rejet, cette peur de l'échec, la peur du regard des autres, la peur du jugement des autres et j'en passe. Alors, à la question, comment sait-on que nous sommes bloqués ? Alors, normalement, on a déjà quelques signes. Alors, j'ai envie de vous poser ces questions. Êtes-vous à l'écoute de vos émotions ? Ressentez-vous des émotions désagréables ? Avez-vous des sensations désagréables dans le corps ? Êtes-vous en souffrance ? Est-ce que votre comportement a changé et vous ne savez pas l'expliquer ? Est-ce que vous vous sentez démotivé ? Est-ce que vous êtes dans des énergies qui sont basses ? En fait, je peux vous donner plein d'exemples, mais tout ça est tellement personnel. D'une personne à une autre, ça peut se manifester différemment. En fait, nos souffrances sont un signal qu'il y a quelque chose à modifier. Et pour moi, je reste convaincue qu'il y a vraiment un lien, pour beaucoup, entre la pathologie et le plan psycho-émotionnel. Alors pour ma part, je vais vous donner un exemple pour parler de moi. J'ai été malade l'année dernière, en hiver dernier, pendant une semaine. Et c'était l'hiver 2020, je crois, ouais. J'avais des vertiges. Le cœur qui battait super vite, une pression au niveau de la poitrine. J'ai fait des tests. Bon, le test Covid était négatif. Donc j'ai fait plein d'autres examens et le médecin n'a rien vu. Et pourtant, les symptômes étaient là. Je n'étais pas en train de mitonner. C'était réel. Et c'était ça mon signal. J'avais le choix de l'écouter ou de le mettre en sourdine et décider de l'écouter. Autre point, comment on sait qu'on peut être bloqué ? En général, c'est si tu veux quelque chose très fort et que tu remarques que tu as du mal à l'avoir. En fait, c'est que tes programmes, tes croyances ne correspondent pas à ce que tu désires, car tes croyances limitantes t'empêchent d'avoir ce que tu veux. Je vais vous donner un exemple. Pendant longtemps, j'avais une image négative de l'argent. Très souvent, je me suis auto-sabotée dans les négociations salariales. J'avais un CDI, donc un poste fixe, et donc pour moi, c'était OK d'avoir un salaire en dessous de ma valeur, car ma valeur sécurité par le travail était nourrie. Et en fait, dans ma tête, c'est comme si tu ne peux pas avoir un CDI payé à ta juste valeur. Et je m'auto-sabotais en disant « Ah, mais tu dois t'estimer heureuse d'avoir un CDI, même si le salaire, il n'est pas au top. » Et puis je me disais aussi « C'est bon, tu as de quoi payer tes factures, pourquoi vouloir plus ?» Et en ayant ce type de croyance, je ne pouvais pas me valoriser comme il se doit et prétendre au salaire que je valais. Parce qu'en croyant comme ça, je me dévalorisais et ça venait entacher mon estime de moi. Donc j'ai dû travailler sur cette croyance pour débloquer ce bordel. Donc maintenant que vous avez compris les signaux, qu'est-ce qu'on fait pour changer ? Alors, déjà, en prendre conscience. Si on a pris conscience que quelque chose qu'on ne sait expliquer n'allait pas grâce aux différents signaux, les émotions, on est malade, et que nous nous sentons bloqués pour aller de l'avant, alors ça veut dire que plus de la moitié du chemin a été fait. Pour moi, quand on prend conscience, on a fait plus de la moitié du chemin. On crée ce que l'on fait. On dit que la conscience, elle est créatrice de ce qui nous arrive, mais en fait, les vrais problèmes viennent de l'intérieur. On attire à nous ce que l'on ressent et ce que l'on vibre.
Et quand on sait ça, on est vraiment capable de les changer et de reprendre le contrôle de notre vie en pleine conscience. Ensuite, moi je pense aussi que c'est important d'affronter ses peurs. J'ai très souvent imaginé la peur comme quelque chose de sombre, noir, enfin bref, le truc glauque, handicapant. Et en fait, aujourd'hui, j'aime bien la voir autrement. Lorsque je suis confrontée à celle-ci, j'aime penser qu'elle est envoyée par mon enfant intérieur, par vraiment un feu à l'intérieur brûlant et timide en moi que j'ai refusé d'écouter et qu'elle me dit, allez, maintenant c'est le moment d'agir, quoi. Bouge tes fesses. Donc c'est vraiment, je me dis, la peur, elle a une intention positive et si elle arrive, c'est que j'ai un besoin maintenant qui a besoin d'être nourri et que maintenant il faut que je me secoue. Il faut juste accueillir la peur, prendre de grandes respirations abdominales pour être dans l'ici et maintenant et surtout pour mettre le mental au repos et lui demander « Alors, de quoi ai-je besoin maintenant ?» Et ça permet aussi, c'est un moment pour se connecter à soi et à se connecter à son cœur. Se parler à soi et se demander « Qu'est-ce que je veux vraiment ?» Qu'est-ce qui m'anime au quotidien ? Et on voit les réponses qui viennent à nous. Malheureusement, aujourd'hui, on ne nous apprend pas à se connecter à soi et être dans l'être. Il faut toujours être dans l'action. C'est pour ça qu'on se laisse envahir par nos émotions, dont la peur en l'occurrence. Troisième point, c'est important de rompre la chaîne des croyances avec les parents parce que ça signifie maintenir une relation de mensonge. Je ne dis pas qu'il faut blâmer les parents car cela serait se mettre en position de victime, mais se dire tout simplement qu'ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient avec les moyens et les compétences qu'ils avaient à ce moment-là. Surtout être en paix avec ce qu'on a vécu avec nos parents, se dire aussi que leurs croyances leur appartiennent et moi, j'ai le droit et j'ai aussi le choix de garder ce que je veux garder et de transformer en croyances portantes celles qui ne me nourrissent plus aujourd'hui. Alors, cinquième point, moi c'est le cinquième point, je sais plus. C'est important de mettre en place un changement par un premier petit pas pour créer de l'énergie. La stagnation, quand on fait rien, ça bouffe de l'énergie. Pour changer ces croyances limitantes, il est important de déstructurer cette croyance et de la transformer en croyance portante et de mettre en place des actions et des nouvelles habitudes. Comme je vous ai dit, le conscient, c'est le créatif. Mais le subconscient, ce sont des habitudes puisque sont enregistrées et programmées nos croyances. Les habitudes, elles ne veulent pas changer. Si une habitude, elle change, ce n'est plus une habitude. Et le subconscient, il résiste au changement parce que si une habitude change, ça signifie qu'elle disparaît. Prendre juste conscience ne suffit pas car votre conscient l'aura lu et sera passé à autre chose. C'est qu'en fait, c'est comme les gens qui disent « ouais, je sais ». Alors, vous leur exposez un problème, ils vous disent « oui, je sais ». Et après, il n'y a plus rien. Pourquoi il n'y a plus rien ? Parce qu'ils n'ont pas actionné quelque chose, ils n'ont pas mis en place un premier petit pas. Ils n'ont pas mis en place un petit changement. Donc, on met en place de nouvelles habitudes pour déprogrammer les anciennes. Et par le principe de la prise de conscience et de la répétition, parce qu'on dit que pour mettre en place une nouvelle habitude, il faut au moins 21 jours, on crée un nouveau programme qui s'inscrira dans notre subconscient. Autre point, on fait la paix avec soi-même et on est bienveillant avec soi. On se dit que la vie, elle est simple et elle a un sens. Tout a un sens. Tout ce qu'on a vécu a un sens, car cela nous amène quelque part. Tout est question de choix. Rien de ce qui nous arrive est contre nous. Lorsqu'une problématique arrive, on peut se demander « J'ai ce problème, est-ce une opportunité ou un problème ? Est-ce que c'est la fin ou le début ? Où est-ce que je veux porter mon regard ? Si cette situation, et j'adore cette question, si cette situation était là pour m'apprendre quelque chose, quelle serait-elle ? Je trouve cette question ultra puissante. Qu'est-ce qu'on fait aussi ? On pose l'intention qu'on veut changer et qu'on veut avoir un changement dans notre vie. Quand on veut changer, on change aussi ses vibrations. On se focalise sur ce qu'on veut et non l'inverse. Et dans son quotidien, on met en place des habitudes qui nous procurent des émotions agréables et qui nous procurent de la joie et du plaisir. Quand vous mettez en place des nouvelles habitudes et des petites actions et qui vous créent de la joie et du plaisir, vous êtes dans des vibrations qui sont hautes et vous attirez à vous ce type de vibration.
Mais si vous êtes dans des énergies basses, que vous êtes toujours oh, c'est nul, j'en peux plus, et blablabli, blablabla, et que vous voyez toutes les choses du mauvais côté, et que. Enfin bref, c'est le côté côté glauque, eh bien en fait, vous allez attirer à vous vos vibrations. C'est juste ça. On se nourrit de pensées positives. Donc par la répétition d'affirmations positives, elles auront un effet placebo et ça te redonne le pouvoir de croire. Au lieu de dire comme saint Thomas, je crois ce que je vois, ben on dira je vois ce que je crois. Voilà, donc pour clôturer ce podcast, pour résumer en quoi tout ça, ça m'a aidé. En fait, ça m'a aidé et ça m'aide au quotidien dans mes prises de conscience. Avec du recul et en étant dans l'ici et maintenant, je prends du recul et j'observe tous mes comportements passés à répétition. Je le fais encore maintenant, et surtout les mêmes schémas qui se répétaient. Quelles étaient mes intentions positives derrière mes comportements? Quels étaient mes besoins face à la relation, la personne qui était en face de moi? Quand je vois que mon comportement aujourd'hui était, je ne vais pas dire inapproprié parce qu'il y avait une intention positive derrière, mais quel était mon besoin face à la personne? Qu'est-ce que j'attendais d'elle? Donc quels étaient mes besoins et à quelles blessures font-elles potentiellement référence? Quand je parle des blessures, il y a un livre qui m'a beaucoup aidé, c'est Les 5 blessures qui m'empêchent d'être soi-même. Donc c'est Lise Bourbeau qui a écrit ce livre. Et donc les blessures, c'est la blessure de rejet, d'abandon, d'humiliation, la trahison et l'injustice. Et donc ces blessures, c'est 5 blessures fondamentales à l'origine de nos maux, qu'ils soient physiques, émotionnels ou mentaux. Et franchement, c'est un petit bouquin. Il se lit super vite et franchement, il est génial. Donc, il m'a beaucoup aidé pour essayer de comprendre mes besoins et les blessures qui étaient associées. Aujourd'hui, lorsque je sens que j'ai un blocage pour avancer ou lorsque je sens que la personne face à moi elle a une réaction que je considère opposée, ben, je me pose la question de savoir qu'est-ce qui, dans mon comportement, l'a amené à réagir ainsi, surtout quand c'est une réaction désagréable. Et j'ose pas, avec aucun problème maintenant, je vais pas le dire avec facilité, mais je le fais quand même, je partage mes ressentis. Et je le fais vraiment en toute humilité, en toute simplicité et en toute vulnérabilité. Je partage mes ressentis et échange avec la personne, car une fois encore, je me dis, je sais qu'on n'a pas encore conscience de nos comportements. Et donc comme ça, moi, ça me permet d'avoir de prise de conscience, ça me permet d'avoir des éclairages, et puis ça me permet aussi de travailler peut-être à la croyance limitante qui est liée à ce comportement, et de me dire en fait qu'est-ce que j'en fais. Est-ce que je le garde ou est-ce que je le garde pas? En général, si le résultat obtenu face à la relation que j'ai eue avec la personne est pas top, surtout quand je vois, avec du recul, je vois que ça s'est répété. Donc, je travaille sur ma croyance limitante et je la transforme en croyance portante. Donc, soit c'est un exercice que je fais toute seule, ou sinon, je me fais accompagner tout simplement. Donc, voilà. Donc, je ne sais pas combien de temps a duré ce podcast. Je pense qu'il a duré un petit moment, mais j'espère du fond du cœur que ce podcast vous aura plu et qu'il vous donnera des pistes de réflexion. En tout cas, moi j'ai vraiment encore eu beaucoup de plaisir à le faire. N'hésitez pas à revenir dessus, à l'écouter plusieurs fois. S'il y a des points qui sont troubles ou vous ne comprenez pas tout, n'hésitez pas à me laisser un commentaire ou à m'envoyer un email, ou sinon me laisser un message sur Instagram, sur ma page Instagram, donc Reveal Yourself with Coach Kadi. N'hésitez pas à me laisser un message. Donc j'espère que ça vous aide, j'espère que ça va soulever des interrogations, j'espère que vous aurez peut-être quelques prises de conscience. Mais si malgré avec tout ça, ça reste encore compliqué, franchement, faites-vous accompagner par un coach professionnel, mais surtout ne restez pas bloqué. Vous allez passer à côté de votre vie. Sortez de ce cercle vicieux machinal que nous impose la société à être tout le temps dans l'action et ne pas trouver le temps de prendre soin de soi. Et le temps, c'est précieux. N'oubliez pas que vous n'êtes pas un arbre pour rester enraciné, alors bougez. Donc voilà, c'est tout pour moi avec ce podcast. J'espère qu'il vous aura plu. Moi, une fois encore, je vous le répète, mais c'est vrai. Je l'ai fait avec le cœur, je l'ai fait avec beaucoup de plaisir et je le partage avec vous vraiment en toute simplicité, en toute humilité et avec toute vulnérabilité. Donc voilà, donc je vous dis à bientôt, prenez bien soin de vous et puis ciao, bye bye.